Bienvenue dans la Batcave, ton nouveau repère pour explorer les secrets de l'entrepreneuriat à impact. Je suis Valentin, ton hôte, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a plongé dans ce monde fascinant dès ses 18 ans. En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai acquis tout un tas de connaissances que je souhaite aujourd'hui partager. Chaque épisode sera une excursion dans les arcanes de cet univers fascinant où l'on démystifiera ensemble le mythe qu'entreprendre est facile. En parallèle, je te documenterai mon aventure avec OVA, mon projet entrepreneurial visant à révolutionner la gestion des déchets plastiques en entreprise. Un vrai documentaire hebdomadaire pour vivre avec moi les hauts et les bas de ce parcours passionnant. Ensemble, nous allons tester, expérimenter et apprendre pour transformer nos projets en exploits dignes des plus grands héros de Gotham. Allez, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Batcave, le podcast le plus underground du game. C'est Valentin, votre hôte, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la Batcave. Épisode 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà 9 semaines. Ça veut dire 9 semaines qu'on tient hebdomadairement ce petit podcast, donc ça régale. Ça régale. Donc j'espère que vous portez bien cette semaine, parce que on va envoyer du lourd cette semaine. Cette semaine, on va passer sur un gros sujet, un sujet super important. Et ce sujet, vous l'avez lu dans le titre, c'est l'étude de marché. Comment faire une étude de marché efficace? Parce que mine de rien, c'est quand même un énorme sujet quand on crée son projet ou son entreprise. De réaliser son étude de marché, c'est toujours le truc prise de tête, c'est toujours le truc qui prend 3 plombes, c'est toujours le truc qui est chiant, qu'on déteste et qu'on veut pas faire, qu'on remet à demain. Mais ça, il faut le faire et on va voir pourquoi aujourd'hui dans l'épisode. Donc, avant ça, comme d'habitude, je vais vous raconter un petit peu ma vie, hein, parce que voilà, je me suis encore fait un peu avoir au niveau de mon organisation perso, de ma création de contenu. Donc, j'ai pris un peu du retard. J'ai même pris beaucoup de retard là où au début de ce podcast, j'avais 3 épisodes d'avance. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Voilà, j'ai plus d'épisodes d'avance, donc il va falloir que je remette une couche de rush pour vous refaire le contenu et puis prévoir des épisodes bien en avance, quoi, que je puisse que ça puisse me laisser de la flexibilité, pardon, parce que là je n'en ai plus. Donc cette semaine ça va charbonner. Donc on va parler des pourquoi, on va voir tout ça dans l'épisode du jour, bien évidemment. Et j'ai aussi eu un autre point que je voulais aborder dans l'intro de ce podcast, c'est que j'ai aussi eu des retours de votre part par message, par appel même. Et c'était des super retours. Donc alors je sais que ça peut faire le mec. Ouais, toutes les semaines on me dit que le truc c'est de la frappe, le podcast il déchire et tout. Mais pour le coup c'est réel. C'est vrai, on m'a vraiment voilà, j'ai des amis qui m'appellent pour me parler de ça et me parler du podcast parce que ça les intéresse, parce qu'ils ont envie de creuser le sujet, parce que il y a une petite effervescence qui commence à se créer, mine de rien, au fur et à mesure des épisodes, parce que les sujets sont intéressants, on apprend de A à Z, enfin en tout cas on va aller de A jusqu'à plus loin possible, les bases de l'entrepreneuriat pour potentiellement créer un projet plus tard, donc c'est toujours des connaissances qu'on peut mettre dans un coin de sa poche et puis ressortir un jour, donc ça attise un peu de la curiosité, et j'ai des amis qui sont pas forcément intéressés par ce milieu de l'entrepreneuriat, qui se mettent à écouter ce podcast et qui s'y intéressent petit à petit, parce que on arrive à rendre ça assez ludique, on arrive à rendre ça intéressant et suivable aussi par tous. Donc en tout cas, j'ai eu des bons retours par appel et par message, donc ça m'a fait vraiment trop du bien, parce que quand on commence un format comme ça de zéro, en fait, c'est quelque chose d'important, surtout pour garder de la motivation, pour trouver de l'inspiration, etc. Et du coup voilà, ça me remotive et ça continue de me garder euh, à feu. Et alors j'ai plus le reste de j'ai plus le reste de la citation. À feu et à sang, non, ça c'est quand il y a un carnage, ça. Non, je sais plus. Voilà, en tout cas ça continue de me garder de garder ma flamme allumée, quoi, on va dire. On va rester là-dessus, c'est quand même mieux comme expression.
Donc voilà là-dessus. J'ai eu aussi des retours concernant l'épisode 6, donc les clowneries du mois d'avril. Et au vu des retours que j'ai eus, je pense que je vais faire un peu évoluer la forme du contenu parce que certains ont trouvé que l'épisode était peut-être trop négatif. Parce qu'effectivement, hein, on avait dit que dans l'épisode 6 qu'on allait reprendre les dingueries qui s'étaient passées, qu'on allait les voir, les balayer une fois pour toutes sur le mois, et que comme ça on allait pouvoir en tirer voilà les choses à ne pas faire, à ne pas regarder ou tout simplement à passer outre. En fait, se mettre dedans 1 heure, on a toute l'info du mois et c'est bon, on n'a plus de négativité sur le mois. Au final, il s'est trouvé que c'était un épisode qui était que certains ont trouvé plus négatif et que c'était pas du tout le but premier en fait. Moi, c'était pas mon but de faire un épisode qui était négatif comme ça. C'était plus qu'on puisse un peu rire de tout ce qui se passait, émettre un jugement un peu critique et passer un peu en revue tout ça, sans forcément se prendre la tête. Bon, je peux comprendre que effectivement le format soit pas le meilleur, donc je vais essayer de l'amener différemment sur l'épisode du mois de mai, et puis qui sera d'ailleurs certainement le prochain épisode d'ailleurs, l'épisode 10, les clowneries du mois de mai. Donc on verra, on va voir si ça plaît plus, si ça plaît moins. Et puis, si ça plaît pas, les gars, on passera à un autre format. Hein. On a dit, hein, ici, c'était on teste des choses, on va voir si ça prend. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Et voilà. Donc, on va aborder ça dans le prochain épisode, je pense. Voilà, dans celui d'après ou dans 2 épisodes, je sais pas encore. On va voir ça dans les prochaines semaines. Ce sera en fonction aussi de mon humeur et de mes envies, hein, bien sûr, parce que voilà, j'ai pas forcément tout le temps envie de me confronter à ces news. Voilà, on en a parlé. On en a parlé. Bon, qu'est-ce que je voulais aborder? Oui, j'espère que là vous entendez pas. J'ai un avion de chasse sous ma fenêtre qui est en train de tondre la pelouse là. Le voisin est on fire aujourd'hui. Ça, c'est les joies d'habiter à la campagne, ça. Hein, on peut on peut pas le retirer. Mais du coup voilà, j'espère que ça s'entend pas dans l'audio. Et si ça s'entend, les gars, vous voyagerez avec moi, vous ferez un petit Nancy Dubaï comme ça en avion et puis ça va vous régaler quoi. Ça va vous régaler. Bon, sinon cette semaine dans le podcast, on va parler du coup de ma semaine, comme je vous l'ai dit, la semaine de Valentin, et puis Batman versus Wall, dans laquelle on va approfondir du coup le sujet de l'étude de marché et on va apprendre à en faire une en fait. Je vais vous donner une méthode, je vais vous donner mes petits tips, mes petites astuces pour faire une étude de marché qui soit efficace et puis qui soit évolutive par la suite. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous va et qu'on est bon là-dessus pour cette intro, on va commencer tout de suite par la rubrique numéro 1, la semaine de Valentin. Let's go! Mes chers amis, bienvenue dans la semaine de Valentin. Je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines. Et oui, je vous l'ai dit, encore 2 semaines. J'ai encore foiré dans mon organisation. Voilà, il y a pas eu de grands faits dans l'ensemble, il y a pas eu de grandes choses, juste des petites bricoles que je vais vous raconter maintenant. J'ai différents points qui se sont passés, qui peuvent être un peu intéressants ou vous sortir un peu voilà de ce qui s'est passé dans mes semaines quoi. Et au niveau de mon organisation, c'est juste moi qui ai fait de la merde. C'est juste moi qui a eu aussi un petit moment de down parce que voilà, hein, ça arrive aussi. On est dans le projet, on a la tête dans le guidon et puis à un moment donné, on a tous un peu voilà, l'entrepreneuriat, c'est des phases comme ça, c'est des sinusoïdales qui sont voilà. Enfin bref, vous voyez la courbe, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça arrive. Donc là, j'étais un peu dans un creux dans le sens où j'avais plein de boulot, je savais pas trop où j'en étais non plus, moi sur ce que je faisais. Donc j'essaye de on en reparlera parce que je vais pas faire l'épisode là-dessus, je vais pas partir là-dessus, je vais faire comme j'avais prévu de faire, mais on reparlera de ça aussi parce que les hauts et les bas, ça arrive dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on en parle parce que bien souvent quand on est face à une problématique et qu'on n'arrive pas à la surmonter, ça a tendance à nous freiner en fait dans notre élan et dans tout ce qui peut venir derrière quoi. Donc on en reparlera, je ferai un épisode là-dessus. Je vous raconterai un peu ma perception des choses et comment moi je le vis et ce que je fais du coup pour essayer de passer outre. Voilà. Donc je vais vous raconter du coup ce qui s'est passé dans ces 2 dernières semaines malgré cette petite phase de down. Donc
j'ai eu, voilà, il y a eu voilà, vous savez, hein, je suis membre d'un tiers-lieu ESS, hein, j'en avais parlé la dernière fois, dans je sais plus quel épisode. Et en gros, bah voilà, il y a eu une petite réunion avec ce tiers-lieu ces dernières semaines, et on a réfléchi un peu à la suite que pouvait prendre ce regroupement d'entrepreneurs engagés qui avaient des projets impact, et comment on pouvait lui faire prendre de l'ampleur, comment on pouvait limiter l'absentéisme aussi, parce que bah effectivement, quand vous êtes une petite structure comme ça, ou un petit groupement, et que vous essayez de développer un réseau et qu'il y a des gens qui bah au final sont pas toujours dispo, bah c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a essayé de réfléchir à des solutions. On a essayé aussi de faire plus participer les gens, comment on pouvait enfin, on a eu des idées là-dessus sur comment on pouvait faire participer les gens davantage aux réunions, à l'avancement du regroupement, et surtout, bah, comment on pouvait donner un coup de boost au projet et aux porteurs de projet, en fait, qui étaient dans ce tiers-lieu, quoi. Voilà. Donc c'est pas si facile que ça d'ailleurs de réfléchir à tous ces sujets-là, parce que de prendre autant de choses en compte, en fait, surtout que bah, en tant qu'étudiant ou en tant que jeune, on n'a pas forcément les moyens pour faire bouger vraiment les choses, hein. C'est aux institutions qui sont partenaires de ce tiers-lieu, plus de faire bouger les choses, enfin en tout cas de mon point de vue, d'accentuer les démarches, de donner des moyens pour le faire, ces démarches. Euh, donc voilà, c'est un peu compliqué, et je trouve que bah justement ça désencourage pas, mais ça freine la motivation, en tout cas d'étudiants qui sont motivés et qui veulent faire plus, organiser des événements, parler de ce qu'ils font, etc. Et si derrière les institutions avec lesquelles on travaille ne sont pas n'ont pas le bon répondant, et ben c'est compliqué de mettre en place des choses et de garder les gens motivés. Donc ce qui fait qu'on a de l'absentéisme, ce qui fait que on se retrouve d'une réunion à l'autre avec du simple au double en effectif. Donc ça, voilà, c'est compliqué. Sachant que bien évidemment ceux qui sont les membres à part de ce tiers-lieu sont bien souvent étudiants, ils ont des études à côté, on est dans des périodes de partiels, les gens ont aussi envie de vivre leur vie et de pas vivre pour un tiers-lieu ou une organisation, mais vivre pour eux. Donc prendre du temps pour eux, se faire leurs loisirs, leur job, parce qu'il y en a qui travaillent aussi, qui ont des emplois étudiants à côté. Donc forcément, c'est pas simple. C'est pas simple de réunir tout le monde. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte justement dans tout ça. Donc on a émis plein d'hypothèses, de solutions, d'organisation pour la suite. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est plus un retour pour voir ce que ça va donner dans la suite. Mais de par ce que j'ai pu entendre déjà a posteriori de ces événements-là ces 2 semaines, c'est que bon, ça allait potentiellement prendre une direction totalement différente. C'est-à-dire moins responsabiliser les étudiants qui sont à l'intérieur et les jeunes qui ont des projets dedans, mais au final avoir moins ce rôle-là de tiers-lieux communs, de trucs comme ça. Et au final, ce serait peut-être plus juste des passes directes vers les bonnes personnes au département, qui peuvent avoir des bonnes listes de contacts à donner aux étudiants. Donc voilà, donc là où au départ le tiers-lieu était un lieu où on essayait de regrouper les jeunes porteurs de projets motivés pour qu'ils se donnent des tips et puissent se pousser vers le haut, bah, au final on se rend compte que cet effet de groupe n'est pas là, et ça pour plein de raisons. Et du coup, bah, la solution qui est émise pour le moment, c'est peut-être de donner une autre forme à ça, et de dire, bah, peut-être que la meilleure solution, c'est finalement de juste être un relais, en fait, que cette espèce de tiers-lieu de regroupement soit un relais, en fait, directement avec euh, les bonnes personnes au département, pour pouvoir pousser les projets un peu plus loin que leur stade d'idée. Voilà. Donc, bah, je vous tiendrai au courant de ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, ça m'a pris une petite soirée, en tout cas, cette réunion-là, pour en parler et échanger sur ces sujets-là. Donc, c'est toujours intéressant, hein. Ça permet d'étendre les stratégies, de voir qu'est-ce qui est émis aussi comme ordre depuis la région, enfin depuis le département, qui sont les décideurs, et quelle est la politique en place, et bah, comment on peut s'inscrire ou non dedans pour faire avancer plus vite ou moins vite des projets, des initiatives, faire émerger des projets ou des associations. Donc voilà, c'est très intéressant sur ce point de vue-là, sur l'aspect on va dire global de qu'est-ce qui se passe dans le département. Voilà. Donc ça, c'était le point numéro 1. Je vais finir là-dessus, hein, voilà, sans transition sur le point numéro 1 sur le tiers-lieu.
Ensuite, je me suis retrouvé à ce qu'on appelle la cérémonie des Alérions. Donc, c'était un événement entre juniors entreprises et entreprises de la région. Donc, c'était une cérémonie en fait pour encourager et récompenser les entreprises et les juniors entreprises pour leur engagement en fait et leurs implications dans l'écosystème économique de la région. Donc ça, c'était un petit événement sympa. Donc, on pouvait venir rencontrer du coup les juniors entreprises, ce qu'elles faisaient, sur quoi elles travaillaient, sur quoi elles pouvaient potentiellement nous aider en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Donc ça, c'est super important de développer ce réseau-là, hein, parce que ça peut coûter moins cher qu'une entreprise classique en tant que prestataire, et ça peut être intéressant à bien des égards pour votre projet. Donc bien évidemment, à ce genre d'événement, bah il y a toutes les bonnes grosses entreprises de la région qui travaillent souvent avec des juniors entreprises. Il y avait aussi le gratin politique, députés, les élus, les présidents de métropole, enfin tout ce genre de choses, et plein d'autres personnes de l'écosystème entrepreneurial et de l'écosystème, ouais, on va dire oui, si, entrepreneurial des entrepreneurs de la région, du coin, local, des accompagnateurs, des réseaux d'incubateurs, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et bah c'est toujours intéressant de revoir des têtes et puis de pouvoir échanger avec eux parce que un réseau, ça s'entretient. Donc le fait qu'ils puissent nous remettre une tête et qu'ils puissent nous revoir, ça montre aussi qu'on est impliqué dans l'écosystème et qu'on n'est pas simplement des passants. Donc ça, si je peux vous donner un conseil, allez à ces événements-là pour justement pouvoir vous derrière vous faire voir et puis montrer que vous êtes continuez en tout cas d'être impliqué dans votre projet et dans l'écosystème. Donc ça, moi, dans un premier temps, j'y allais pour rencontrer des juniors entreprises et voir comment on pouvait potentiellement travailler ensemble sur certains sujets spécifiques. Donc très techniques, hein, sur de la valorisation de matière, sur de la caractérisation de déchets, sur de l'aspect mécanique en fait, sur l'aspect purement scientifique. Et voilà. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, c'était donc la cérémonie s'est déroulée à l'école Polytech de Nancy et ces juniors entreprises en fait bien souvent elles sortent d'écoles d'ingénieurs et ce sont voilà des entreprises qui se créent en fait dans les écoles sous le statut d'association qui sont menées par des étudiants et qui en fait permettent à des entreprises autour de leur donner des missions sur lesquelles elles ont pas envie de travailler, sur lesquelles les prestataires demandent trop cher ou ce genre de choses. Ça permet aux étudiants, si vous voulez, de se mettre dans un mood entreprise et entrepreneuriat et de pouvoir porter et se tester là-dedans, voir si ça les intéresse par l'intermédiaire de la junior entreprise. Donc c'est super intéressant si vous en avez dans vos écoles d'ailleurs. Ça se fait en école d'ingénieur en tant que de sujets techniques, aide consultanat pur sur de la technique, mais ça se fait aussi en école de commerce, en école d'informatique certainement et dans plein d'autres lieux. Donc ça voilà, ça peut peut-être vous intéresser et c'est peut-être quelque chose que vous pouvez rejoindre si vous avez envie. Voilà. Donc voilà, c'est ça dans un premier temps, j'y allais pour rencontrer les juniors entreprises et dans un second temps, bah c'était aussi pour comme je vous l'ai dit, entretenir mon réseau et puis revoir des têtes. Et d'ailleurs, j'ai pu revoir mes anciennes on va dire RH, voilà les personnes qui m'avaient recruté à l'époque chez Effort, donc qui est une société de conseil. Parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais voilà, je suis passé en société de conseil, pardon. J'étais business manager, donc en stage, et mon but c'était de recruter des ingénieurs et de les ensuite les placer sur des problématiques clients et de les envoyer dans des entreprises en fait résoudre des problèmes chez des clients, quoi. Donc c'était très typé industrie, les clients de cette société et le milieu pharmaceutique. Donc ça c'était il y a quelques années et du coup bah je les avais pas revus depuis quelques années et du coup bah ça m'a fait super plaisir en fait de les revoir tout simplement. C'était hautement improbable hein, parce que j'avais fait ce stage-là c'était sur l'agence de Belfort et bah là on était à Nancy et du coup elles étaient là parce qu'elles étaient au final partenaires d'une junior entreprise pour les former, les aider en fait à se développer en tant que junior entreprise, etc. C'est des partenariats qui existent entre les entreprises et les juniors, voilà, de dire bah on peut vous aider, vous donner des coups de main sur de la formation, sur telle ou telle chose. Donc voilà, c'était très intéressant. Et puis bah voilà, ça nous a permis de se revoir, d'échanger un peu et de savoir comment évoluer la boîte depuis que bah j'y étais passé il y a c'était quoi 4 ans, ouais quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était top. Je les ai revus et c'était super sympa.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Enfin, ces 2 dernières semaines, j'ai eu un apéro alumni, qui s'est trouvé à Paris, donc à Vive-les-Gros, à Nanterre, du coup, pas exactement à Paris, mais juste à côté. Et c'était en gros mon premier périple à Paris depuis un moment. Et c'était pour un event alumni avec des anciens et des nouveaux de Life for Good. Alors pour être tout à fait honnête, au début j'étais pas trop chaud à y aller parce que comme je vous l'avais dit, j'étais un peu dans un bad mood. C'était un peu descente sur le projet. Est-ce que je peux vraiment continuer? Est-ce que j'ai vraiment du business là-dedans? Enfin, vous savez, hein, c'est toutes ces questions qu'on se repose en boucle. Et du coup, voilà, j'avais des dossiers aussi à rendre, des dossiers de fin de parcours, enfin bref, plein de dossiers. Et du coup, j'étais dans un mood où j'étais plus dans le mood travail et puis un peu en mode je suis les affaires de loin et voilà, je m'y mets pas trop, je reste focus dans ce que je fais pour pas être déconcentré, très charbon, très voilà. Et finalement, je me suis laissé tenter et je me suis dit que ça allait me faire une bonne coupure en fait et que ça allait me permettre de voilà vivre un bon moment avec les copains de la promo 9 avec qui j'ai partagé 6 mois d'accompagnement. Donc c'était l'occasion de les revoir et je me suis dit bah allez, hein, autant vivre l'instant présent au final et puis profiter de ça. Donc voilà. Puis ça c'est pareil, j'aimerais bien qu'on repasse un peu sur ce moment-là de saisir l'instant présent et de juste kiffer, pas trop se projeter dans le long terme, pas trop se projeter sur les peurs du futur, etc. Ça, je pense que bon, ça sera un épisode un peu plus philosophique peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense qu'on abordera ces sujets-là à un moment donné parce que c'est quand même dans l'entrepreneuriat un sujet important. La santé mentale de l'entrepreneur, comment on arrive à avancer sur le projet, etc. Donc je pense qu'on y reviendra. Je pense qu'on y reviendra. Et bref, pour en revenir à mon histoire Life for Good, donc du coup on a eu de la chance parce qu'il a fait super beau. C'était en extérieur, c'était dans un tiers-lieu, encore une fois, qui se nomme Vive les Groux, il me semble. C'est à Nanterre, c'est à côté de la Défense. Et bon, de premier abord, ça paye pas de mine. Hein, on dirait un peu un terrain vague comme ça quand on connaît pas trop. Et en fait, quand on s'y rend, on se rend compte que c'est bien aménagé, qu'il y a plein d'acteurs en fait dans le tiers-lieu, qui créent un lieu vivant. Donc il faut imaginer un terrain de 1 hectare à peine, donc sur lequel vous avez plein de gens en fait, si bien des gens qui construisent des chars, d'autres qui ont des yourtes, d'autres qui ont des serres en permaculture, d'autres qui faisaient quoi, qui faisaient des jardins, ouais, d'autres qui font de l'aquaponie. À côté de ça, il y a un mec dans un conteneur qui joue du piano. Enfin, c'est dit comme ça, c'est drôle, mais en fait, ça donne un bon cadre en fait. C'est un cadre au milieu de la nature, au milieu de la ville, au milieu de Paris. Enfin, c'est pas au milieu de Paris, mais vous me comprenez, voilà, au milieu de cette métropole, mais même, je sais pas comment on appelle, c'est gigapole peut-être, je sais plus les termes exacts, mais du coup, voilà, ça donne un peu une bouffée d'air, on va dire, à ceux qui veulent aller dans un lieu alternatif pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se retrouver, etc. Donc j'ai trouvé l'initiative sympa de faire ça là-haut. Et puis, ça nous permet aussi de faire du réseau. Parce que, mine de rien, on est les anciens on est des alumni maintenant, donc on est des anciens accompagnés de Life for Good. Et il y a les nouveaux qui étaient là aussi. Donc, ça nous permet d'entretenir et de voir s'il y a des opportunités de travail ensemble avec les nouveaux qui sont là. Et d'ailleurs, c'est justement là aussi où j'ai pu, moi, rencontrer quelqu'un qui travaillait sur les mêmes problématiques que moi. Donc ça m'a fait au final d'un week-end, d'un samedi dans lequel je voulais pas aller et je voulais pas prendre le train depuis Nancy, aller à Paris, me retrouver dans les métros, etc., pour aller jusqu'à ce lieu. Au final, à la fin, malgré le fait que j'avais pas envie au départ, je me retrouve là-haut et j'en tire des choses positives pour mon business. Donc vous voyez, ça aussi c'est une gymnastique qu'il faut faire souvent, c'est se forcer un peu au début et puis derrière en tirer les bonnes choses. Voilà. Donc ça c'était top. Donc surtout le meilleur, voilà, de pas forcément juste le réseau comme ça, mais c'est surtout de retrouver les copains de la promo 9, de Life for Good et puis on a passé un super moment tous ensemble, on a créé des bons souvenirs, on a passé une super journée et voilà, et finalement j'ai bien fait d'y aller. C'était ça un peu la morale à la fin de ce petit point-là. Voilà. Ensuite, du coup, quatrième chose pour ces 2 dernières semaines,
Eh ben, c'était aussi ma dernière semaine à l'agence. C'était ma dernière semaine pour la mission que j'avais pris 2-3 mois. Donc vous voyez que c'est passé très vite. J'avais commencé à vous en parler, je pense, dans les premiers épisodes, le deuxième, troisième ou quelque chose comme ça. Et là, on arrive sur la fin de cette mission-là. Donc ça va me permettre de maintenant... donc je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Il faudra juste que vous me disiez si ça vous intéresse ou pas, parce que le but c'est que vous me disiez, que vous me dites. Ouais, il va falloir que vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Voilà, désolé les gars, et que vous me dites en tout cas si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, je pourrais peut-être éclaircir un peu le sujet. Mais grosso modo, j'étais en stage dans une agence de développement économique du Grand Est. Et j'avais pris ce stage un peu par hasard à un moment de doute avec Ova. Et avec ce poste que j'ai occupé pendant quelques mois en tant que stagiaire, j'ai pu aller plus profond en fait dans ce que je voulais faire avec Ova, mieux comprendre ce qui se passait autour de moi dans la région, en entreprise, dans les différents organismes, et quelles étaient les stratégies politiques, etc. qui étaient mises en place. Donc j'avais pris le poste voilà pour être vraiment plus en contact avec mon marché, et je pense que c'est réussi aujourd'hui. J'ai rencontré pas mal de chefs d'entreprise, d'acteurs du territoire, etc. Donc ça me permet aussi moi de me faire identifier comme quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là et qui peut proposer des solutions le jour où vous avez un interlocuteur qui a cette problématique autour de ces déchets plastiques, autour de la valorisation de matière, etc., etc. Donc voilà, j'ai pu participer à plein d'événements avec l'agence, c'était très cool. L'agence a été très cool avec moi dans l'intégration, les équipes étaient très cool aussi. J'ai eu des missions qui correspondaient effectivement à ce que je faisais avec Ova à côté. On s'était mis d'accord avec l'agence dès le départ, donc ils m'ont offert un petit tremplin. C'est très sympa à eux d'avoir joué le jeu. Et du coup voilà, un grand merci à eux, et puis et puis merci. Et ouais, cette fin de stage, ça me laisse pas mal de travail du coup, parce que je vais devoir reprendre du coup un rythme différent. Enfin en tout cas qui n'était pas celui de prendre ma voiture à telle heure le matin pour aller à l'agence et puis travailler sur tel sujet. Maintenant, je vais devoir refocus mon attention sur Rova, refocus quels sont mes prochains objectifs. Donc ça, bien sûr, ça passe par quoi? Ça passe par la to do, le template Notion que je vous ai envoyé que je vous ai mis à disposition la semaine dernière, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en description, comme d'habitude. Et du coup, voilà, je vais pouvoir reprendre rapidement le rythme avec Ova, me recentrer sur ma proposition de valeur que j'ai déjà commencé à bien re-regarder, et réajuster en fonction de ce que j'avais vu et pu rencontrer sur le marché durant ces 3 derniers mois. Et du coup, maintenant, va falloir que je commence à rentrer dans le dur, les démarches commerciales pour me faire connaître, puis commencer à vendre en fait, à vendre des premières prestations à des acteurs de la région. Donc j'espère pouvoir vivre de mon activité prochainement, mais pour ça il va falloir charbonner encore un peu plus maintenant, et poser les bases, finir le site internet, avoir un beau descriptif de l'offre, et commencer à faire du bon phoning, du bon démarchage client, aller dans beaucoup d'éléments de réseau aussi, d'événements de réseau, donc pour se faire voir, se faire connaître aussi, et parler de ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. On va mettre ça en place, et on en parlera dans les prochaines semaines de comment j'ai mis ça en place aussi, quelle routine je me suis donné, comment j'ai enchaîné depuis cette période de stage à cette période où je peux me refocus sur Ova, quoi. Voilà. Donc ça c'est top, c'est top. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ces différents éléments de cette semaine. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le dur sur la rubrique Batman versus Wild, où on va s'attaquer à l'étude de marché. Allez, let's go, on y va. Bon, maintenant qu'on est clair sur tout ce qu'il va falloir que je fasse, en tout cas ces prochains mois, une autre chose dans laquelle il va falloir qu'on soit clair aujourd'hui, c'est l'étude de marché. Bon, moi, mon étude de marché, elle est déjà faite, notamment aussi de par ces 3 mois que j'ai encore fait. Hein, ça m'a permis d'accumuler plein de savoirs, comme je vous l'ai dit, et plein de connaissances que je peux maintenant, que je me donne à compiler pour pouvoir avancer et proposer quelque chose de clair. Donc, on va embrayer directement sur l'étude de marché, donc l'étude de marché efficace.
comment faire une étude de marché efficace. Ça, c'est une étape qui est cruciale pour le succès de ton entreprise. Elle va te permettre de comprendre ton marché, les besoins de tes clients, la concurrence, les opportunités, etc. C'est vraiment, il faut que tu dises que ça va être ta Bible ou ton Coran de ton entreprise. Ça va être ton livre d'or, ta ligne directrice. Parce que il va pas falloir se louper en fait en faisant son étude de marché, sinon ça peut être négatif pour le futur de ton projet. Donc c'est là où on va voir un peu comment, pourquoi. Mais en tout cas concernant l'étude de marché, moi j'ai deux points de vue qui s'opposent un peu en moi. Je m'explique. D'un côté, il y a l'étude de marché très traditionnelle, très académique, dans laquelle on passe du temps à faire des grands graphiques, des SWOT, des modèles porteurs, des PESTEL, des matrices BCG, etc. Et c'est une façon qui est d'ailleurs très analytique, très recherche d'informations marché, donc voilà que c'est d'ailleurs trouvable sur Internet. C'est beaucoup basé sur des suppositions de notre part, parce qu'on va se dire ok bah là j'ai eu telle info donc je suppose que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et en fait on sait jamais si on est vraiment en fait dans le réel ou pas, parce que on a toujours ce truc de se dire ah ouais mais là j'ai peut-être un peu modifié la réalité, ma perception elle est peut-être pas bonne sur ça ou ça. Et du coup on pourrait penser que cette étude qu'on réalise bah elle est un peu biaisée parce qu'on y intègre en fait ce qu'on veut lui faire dire. Voilà, ce qu'on veut voir et ce qu'on veut y voir en fait. Donc parfois, même si on essaie de s'auto-convaincre, on modifie, enfin parfois on essaye de s'auto-convaincre et on modifie un peu le réel pour rendre le projet plus sexy et le marché plus sexy pour donner envie à des potentiels investisseurs, etc. Donc, enfin bref, vous avez compris. Moi, je suis pas super fan de cette méthode euh, purement purement analytique de rechercher des infos sur Internet, dans des archives, etc. et tirer de ça une stratégie. Voilà, je pense que c'est très chronophage et qu'on peut remettre en doute la véracité des propos qu'on y trouve. Donc, on va quand même l'étudier dans l'épisode du jour parce que les institutionnels, c'est ce qu'ils vont vous demander et il va falloir se confronter un minimum à ce qu'on vous demande. Mais par contre, du coup, dans un autre côté, l'autre approche que j'ai de l'étude de marché, c'est qu'il y a le côté terrain pur, en fait. Et c'est le moment, en fait, où vous allez pouvoir vous positionner, en fait, comme un novice, comme quelqu'un qui veut comprendre le marché, quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché. Et cette approche, c'est concrètement, en fait, de passer du temps sur le terrain, de rencontrer vos futurs clients, pour répondre directement à leurs problématiques. Parce que si vous n'allez pas sur le terrain et que vous trouvez sur internet qu'on vous dit le problème c'est ça et qu'au final le problème au lieu d'être A c'est B, et ben là vous avez conçu un produit qui sert à rien. Voilà, parce que ça répond pas aux besoins. Donc d'aller sur le terrain, ça va vous permettre de bien cerner et de bien comprendre aussi les enjeux cachés que seuls les pros et les personnes qui ont 10 ans dans le milieu connaissent en fait. Donc c'est ces deux visions là en fait que moi j'aimerais vous mixer un peu aujourd'hui. Alors c'est pas que de mon point de vue à moi, hein. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça aussi, que c'est important de switcher sur les deux. Mais en tout cas de moi, mon retour école de commerce et des gens que j'ai pu voir dans ces milieux-là, entrepreneuriat, etc. Il y en avait beaucoup qui faisaient uniquement ou qui se basaient uniquement et qui se contentaient d'une étude de marché faite avec des données trouvées sur Internet. Et ça ne crée pas une étude de marché qui soit complète de faire juste une de ces deux visions-là que je viens de vous exprimer. Donc moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on se focus pas uniquement sur une ou l'autre, mais qu'on aborde les deux en fait, parce que c'est complémentaire. Et pour moi, ça doit se succéder, se mélanger. Et comme ça montrera aussi à vos interlocuteurs, que ce soit des financiers, clients ou autres, que vous faites tout pour bien cerner le problème et que vous avez les informations pour répondre clairement à un problème donné, quoi. Donc aujourd'hui, on va bosser sur une méthode. Voilà, j'ai essayé de définir ça en 7, 8 étapes pour vous permettre en fait de mener une étude de marché, bien comprendre ce que vous allez demander aux clients et y incorporer les deux visions qu'on a présentées ci-dessus, quoi. Donc maintenant, écoutez, vous savez dans quoi vous embarquez pendant les 30 prochaines minutes, je pense. Donc si ça vous va, on y va tout de suite. Donc, alors déjà, vous savez quoi, je vais vous passer un peu grosso modo les gros titres qu'on va y trouver, parce que on a plusieurs grosses étapes. Donc déjà, on va avoir une grosse étape qui va être de définir les objectifs de l'étude de marché. Ensuite, on va avoir une étape numéro 2 où on va délimiter le marché.
Ensuite, on va aller sur une étape numéro 3 qui va être de collecter des données secondaires. Alors, on verra ce que c'est les données secondaires. Et puis, on aura une étape 4 qui va être collecter les données primaires. Données primaires, secondaires, on va voir, vous inquiétez pas. On aura ensuite une étape 5 qui va être d'analyser et interpréter ces données. Et on aura ensuite une étape 6 qui va être là de présenter les résultats et reformuler en fait les recommandations qu'on a pu avoir. Est-ce que ça va être une étape vraiment importante. Et la dernière étape, grosso modo, ça va être de suivre et d'actualiser l'étude de marché tout au long de ces mois de ces semaines ou ces mois que vous allez prendre à faire votre étude de marché. Et ensuite, il y a bien sûr une étape 8, mais ça on ne passera pas trop dessus, ça va être de réévaluer, réajuster la stratégie globale en temps réel pendant que vous développez votre produit ou votre service tout simplement. Donc maintenant qu'on est au clair sur les différentes étapes, on va commencer tout de suite par l'étape numéro 1, définir l'objectif de son étude de marché. Donc concrètement, dans cette étape, il va se passer quoi? Le but, ça va être de définir l'objectif de votre étude de marché. Et en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à dire ce que vous souhaitez apprendre à travers cette démarche. Donc, pourquoi je fais mon étude de marché? Qu'est-ce que je souhaite y apprendre? Est-ce que je souhaite une validation d'une idée d'un produit? Est-ce que je souhaite identifier la cible en fait, quelle va être ma clientèle cible? Est-ce que je souhaite identifier je sais pas, la compréhension des tendances du marché? Est-ce que je souhaite faire une analyse de mes concurrents? Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez devoir poser en objectif. Donc les enjeux de cette étape, ça va être quoi? Ça va être de clarifier pourquoi vous réalisez l'étude de marché, s'assurer que les efforts sont concentrés sur les questions les plus critiques pour le développement du projet et éviter de perdre du temps en fait et des ressources en fait sur des informations qui sont pas pertinentes et dont on se contrefout en fait. Parce que vous allez pouvoir si votre objectif d'étude de marché c'est de comprendre votre concurrence, que vous trouvez des informations sur la taille de marché, vous vous en foutez. Ça n'a pas de rapport, vous voyez. Et ça c'est intéressant de bien comprendre ça dès le départ. Donc, quels sont un peu les outils que vous pouvez utiliser pour faire du coup cette démarche-là de bien identifier l'objectif de l'étude de marché? Moi, ce que je vous recommande de faire, ça peut être un brainstorming, donc avec vos équipes, avec vos collaborateurs, votre associés, ou même tout seul, pour essayer de trouver les questions, quelles questions vous allez prioriser en fait en fonction de leur importance stratégique pour l'état d'avancement actuel de votre projet. Ensuite, un autre outil que je peux vous conseiller, ça va être les objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et le dernier c'est time, donc c'est dans le temps. Donc ça va être quoi? Donc typiquement pour vous donner un exemple, euh, ça peut être voilà, spécifique. Qu'est-ce que je veux comme information spécifique? Je veux savoir combien de personnes utilisent des applications de fitness dans ma région. Mesurable, très bien, et ben je veux obtenir des données quantitatives sur l'utilisation des applications de fitness. Acceptable, ça va être quoi? Ça va être je veux et je peux obtenir des données en menant une enquête en ligne. Donc ça va être elles vont être acceptables parce que j'ai mené une étude en ligne. Ensuite, réaliste, ça va être quoi? Ça va être ces informations sont cruciales parce que elles permettent de déterminer en fait la viabilité de l'application de fitness. Si les gens n'en veulent pas, c'est pas besoin d'en faire une. Et ensuite, le T, donc le time, le temps, je veux obtenir ces informations dans les 3 prochains mois. Donc ça, c'est un peu, c'est les objectifs SMART, ça va vous permettre de donner un cadre en fait à votre étude et ça va vous donner en fait une possibilité, on va dire, de bien définir les objectifs de votre étude de marché. Donc pour récapituler, donc pour définir l'objectif de l'étude de marché, c'est un brainstorming, un diagramme SMART dans lesquels vous allez pouvoir fixer vos objectifs. Donc concrètement, je vais vous donner un exemple de à quoi ça pourrait ressembler cette étape numéro 1. Donc ce que je souhaite avoir, c'est une validation d'idées de produits, par exemple. Donc l'objectif là, ce serait quoi? Ce serait de comprendre le marché s'il a besoin de mon produit. La question clé à se poser, ce serait quelle est la demande en fait pour une application de fitness qui offre des séances d'entraînement personnalisées. Et par exemple, le résultat attendu de ça serait un rapport détaillant l'intérêt des utilisateurs potentiels et les fonctionnements les plus demandés. Voilà, ça peut être des objectifs à se poser. Ensuite, ça pourrait être une étude de marché sur l'identification de la clientèle cible. Donc l'objectif, ça serait
d'identifier les segments de clients les plus susceptibles d'utiliser mon produit. La question clé à se poser là-dessus, ce serait quoi? Ce serait qui sont les utilisateurs potentiels de mon application de fitness en termes d'âge, de sexe, d'habitude d'entraînement, etc. Donc ce serait d'avoir en fait en résultat un profil démographique et psychographique des utilisateurs potentiels de mon produit. Et ensuite, par exemple, pour avoir un troisième exemple, si c'était de l'analyse concurrentielle, l'objectif ce serait d'analyser les points forts et les points faibles de mes principaux concurrents. Donc là, du coup, la question clé, ce serait quelles fonctionnalités les applications de fitness concurrentes offrent-elles et comment elles sont perçues par les utilisateurs. Et le résultat de ça, ce serait un tableau, en gros, ça pourrait être un tableau comparatif, en fait, des différentes fonctionnalités, des avis utilisateurs dessus, et de comprendre, en fait, quel est le concurrent majeur sur chacune de ces fonctionnalités, par exemple. Voilà. Ça pourrait être quelque chose de la sorte. Ça pourrait être quelque chose de la sorte. Donc, grosso modo, pour récapituler tout ça, comment vous procédez? Vous réunissez votre équipe, ou vous vous mettez tout seul et vous faites un beau brainstorming sur les principales questions à se poser que vous avez sur votre marché, vos clients ou la concurrence. Ensuite, vous reformulez les objectifs là dans un diagramme SMART. Vous validez ensuite ces objectifs avec les personnes qui vous suivent, parce que si vous êtes dans un organisme, un pôle pépite ou ce genre de choses, eux, ils sont intéressés, ou même dans un incubateur, ils sont intéressés de savoir comment va être fait votre étude de marché, donc c'est important de leur en parler. Ou ça peut être tout simplement vos collaborateurs, hein, vos membres d'équipe, vos investisseurs, des mentors, ce genre de choses. Donc c'est important de poser une validation avec eux et de leur demander ce qu'ils en pensent. Et à la fin, c'est de ça, on va se dire, on va pouvoir établir un plan d'action. Et ce plan d'action, on va le voir du coup dans l'étape numéro 2, qui est juste là. Donc maintenant qu'on a fait l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, délimiter le marché. Ça, c'est super intéressant. Ça se fait principalement, on va dire, en ligne, en général. C'est la partie où on récupère de la data déjà présente sur le net, dans les archives, dans des trucs à droite à gauche. Donc, c'est quoi, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette étape numéro 2? Le but, ça va être de délimiter le marché. Ça consiste à déterminer à qui vous allez vendre votre produit ou votre service. Ça inclut l'identification des segments de marché, l'évaluation de la taille du marché, la compréhension des caractéristiques démographiques, géographiques, psychographiques et les comportements en fait de tes utilisateurs, tes clients potentiels. Et cette étape, elle est cruciale pour concentrer les efforts en fait sur les segments les plus prometteurs pour maximiser en fait l'efficacité de ta stratégie marketing derrière en fait. Si tu t'as pas une bonne cible dès le départ, quand tu vas mettre de l'argent dans du marketing, quand tu vas cibler des campagnes ou ce genre de choses pour faire parler de ton projet, si tu l'amènes pas à la bonne personne, ça ne le fait pas. Si t'as envie de boire un jus d'orange et que le mec il a que un jus d'ananas à te proposer, ça fait chier quoi. Donc tu prends pas son produit, tu prends pas son produit. Donc voilà. Donc les enjeux de l'étape, c'est quoi? Là, ici, c'est d'identifier précisément qui sont les clients potentiels, comprendre la taille et la structure du marché et segmenter comme il faut pour cibler efficacement dans les dans les efforts marketing, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces grosses étapes-là? Donc, il y a ce qu'on appelle une matrice de segmentation, où là, on va voir un peu les différents critères, donc démographiques, donc l'âge, le sexe, le revenu, le niveau d'éducation. Tout ça, c'est le persona en fait de votre client potentiel. Ensuite, va y avoir l'aspect géographique, donc région, ville, climat, etc. Si ça intéresse bien sûr votre produit. Va y avoir ensuite l'aspect psychographique. Donc là, ça va être style de vie, personnalité, les valeurs, enfin voilà, tout ça plus sur l'aspect plus psychique, psychologique. Et il va y avoir l'aspect comportemental aussi, donc les habitudes d'achat, l'usage du produit, fidélité à la marque, etc., etc. Ça, c'est pour le premier outil que je peux vous conseiller pour faire, en tout cas, c'est ce bon ciblage et cette bonne segmentation, c'est les matrices de segmentation, tout simplement. Ensuite, pour comprendre la taille et la structure du marché, là, je vous conseille en fait d'aller faire votre TAM, SAM, SOM. Donc ça, c'est quoi? C'est donc le TAM, c'est le total adressable market. Donc c'est la taille totale du marché de votre produit. Donc typiquement, je sais pas, la taille du marché du recyclage en France, c'est tant de milliards. Très bien. Donc le SAM derrière ça, ça va être quoi? Ça va être le serviceable
Available Market. Donc c'est la proportion du TAM juste au-dessus qu'on a fait que vous pouvez cibler avec votre produit. Donc c'est une part du marché global. Donc il faut imaginer en fait si vous voyez une grosse cible en fait de fléchettes, le TAM ça va être la bande extérieure, le SAM ça va être une bande qui est plus à l'intérieur. Donc c'est une partie en fait, une proportion du total accessible market. Et derrière le SOM, donc le Serviceable Obtainable Market, c'est la proportion du SAM que tu peux raisonnablement capturer avec ton produit. Donc là, c'est encore une partie dans l'ensemble. Donc moi, si je pars du marché du recyclage qui est énorme, dedans le Serviceable Available Market, donc mon SAM, ça va être le marché du conseil autour de la gestion des déchets, et ensuite la proportion donc le SOM, la proportion du SAM que je peux avoir, ça va être je sais pas les entreprises, enfin ça va être principalement les entreprises qui ont des problématiques de déchets plastiques dans la région Grand Est par exemple. Voilà, ça c'est une sous-partie encore du marché national, du marché mondial, etc. Donc ça, c'est super important d'avoir des informations, donc de proportions sur ces différentes tailles-là. Donc si vous pouvez avoir des chiffres numéraires en disant bah ça c'est un marché à tant de milliards, tant de millions, il y a tant d'utilisateurs, etc. Et que vous réduisez ça à la petite cible, c'est full bénéf parce que vous allez pouvoir avoir une belle un bel état des lieux de ce que peut représenter votre marché. Ensuite, le troisième outil que je peux vous proposer, c'est de faire un persona. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez fait normalement dans la méthode IDEO. Donc c'est de créer le profil détaillé, en fait, type de vos clients. Voilà. Et ça, clairement, si vous avez ça, vous comprenez le comportement et les besoins du client. Donc c'est tout bénef. Donc pour récapituler cette deuxième étape, comment vous allez faire grosso modo? Première étape, identifier les segments de marché pertinents. Donc là, on utilise des sources de données, des études de marché existantes, des rapports d'industrie, des statistiques gouvernementales, etc. Ensuite, pour créer une matrice de segmentation, bah là, on remplit la matrice en définissant les différents segments sur lesquels, enfin sur les critères qu'on a vus, donc démographique, géographique, machin, psychographique, comportementaux, etc. Ensuite, vous faites une analyse TAM dans laquelle vous allez pouvoir TAM SAM SOM, dans laquelle vous allez pouvoir en fait avoir une estimation globale de votre marché. Et ensuite, vous avez l'axe de développer le persona, donc que vous avez déjà normalement fait. Donc là, il faudra le rapporter à cette étude-là pour dire mon profil de client type, il ressemble à ça, il fait ça, ses besoins c'est ça, ça et ça. Donc ça, c'est des éléments super importants pour votre étude de marché, c'est ce que vos interlocuteurs attendent, et c'est là-dessus qu'on va vous attendre. Et on va réfléchir, et on va voir si vous avez bien fait votre étude de marché, dans le sens où on va vous dire, quand vous allez dire mon marché c'est 50 milliards, ce que veulent les financiers derrière, c'est de savoir sur ces 50 milliards combien en fait vous ciblez-vous. Donc ça, c'est votre somme. Donc le somme, ça va être de dire, voilà, en fait, sur ce marché à 50 milliards, moi, ma cible, elle les représente 5 millions d'euros. Et c'est largement assez en France, etc., etc. Et ça, si vous montrez que vous maîtrisez ça, vous montrez que vous avez fait un beau pas en avant et que vous connaissez votre sujet et que vous connaissez, en fait, de quoi vous parlez. Et c'est super important d'avoir ça. C'est super important d'avoir ça. Bien, maintenant qu'on a cette étape 2 qui est bien définie, on va pouvoir passer à l'étape 3, donc collecter des données secondaires. Donc en fait, la collecte de données secondaires, ça consiste à rechercher et analyser les informations déjà publiées, telles que les rapports d'industrie, les études de marché, les statistiques gouvernementales, des rapports d'industrie, des articles académiques, des articles scientifiques aussi. Et ces données, ça va vous offrir en fait une vue d'ensemble du marché, et ça peut servir de point de départ pour affiner vos questions de recherche et orienter vos efforts. Donc les différents enjeux là-dessus sur cette étape-là, ça va être d'obtenir une vue d'ensemble du marché avec des informations déjà disponibles. Donc ça, normalement, vous l'avez fait en partie dans l'étape d'avant. Donc ça va vous permettre de creuser plus loin une sous-niche, une segmentation spécifique. L'étape 2, c'est vraiment comprendre le marché global dans lequel vous vous situez. L'étape 3, on va aller sur quelque chose de plus précis, on va rentrer dans votre marché et dans la sous-catégorie, donc dans le somme de votre marché en fait. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là-dessus qu'on va vouloir les données secondaires en fait. C'est des données précises sur votre somme. Ensuite, un autre enjeu de cette étape-là, ça va être d'économiser du temps, des ressources en utilisant des données qui sont existantes
Parce que bah effectivement, il y a déjà des gens et des chercheurs des chercheurs ou oui même des gens, des entreprises qui se sont posés des questions sur ce que vous vous posez comme question pour votre entreprise, et vous pouvez potentiellement gagner du temps en récupérant le travail, enfin pas le travail, mais les informations que d'autres personnes ont déjà cherché pour vous. Et ça va aussi vous permettre d'identifier des tendances et des insights, des insights clés en fait pour orienter votre collecte de données primaires par la suite. Donc ça, on en repassera, on passera dessus juste après. On verra ce que c'est. Donc, grosso modo, aujourd'hui, des outils pour aller chercher des données comme ça pour vos études de marché. Ça peut être quoi? Ça peut être des ressources en ligne. Donc, ça peut être des Statista. Donc, ça fournit des statistiques. Ça, c'est un organisme qui fournit des statistiques et des études de marché sur une large gamme d'industries. Ça peut être des Google Scholar, des articles académiques, des études de recherche, ce genre de choses. Ça peut être des rapports d'industrie, donc qui sont disponibles via des sites un peu comme marketresearch.com, Sciences de l'ingénieur, non c'est Technique de l'ingénieur, pardon, Euromonitor ou des choses comme ça. Donc ça, bien souvent, il vous faut soit que vous soyez du milieu académique pour pouvoir y accéder, soit que vous payez en fait ces études-là. Donc, en tout cas, je sais que si vous êtes étudiant, en tout cas nous à l'université de Lorraine, on a des accès à Technique de l'ingénieur pour aller se renseigner gratuitement sur des sujets techniques et avoir de la grosse documentation technique sur plein de ces sujets-là, quoi. Donc c'est super cool, c'est super cool. Ensuite, vous avez les bases de données gouvernementales. Donc là, il y a l'INSEE par exemple. Donc c'est des statistiques nationales sur divers secteurs économiques. Il y a Eurostat. Ouais, c'est Eurostat qui a des statistiques européennes sur l'économie, la société, les industries, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et il y a tout ce qui est publication de professionnels, comme des cairns. C'est comment ça s'écrit? Ça s'écrit CAIRN. Il y a Érudit aussi, où il y a beaucoup d'articles de recherche là-dessus. Il y a tout ce qui est aussi des journaux d'industrie. Donc là, c'est des revues qui sont spécialisées par secteur d'activité. Voilà, je pense un peu à typiquement dans mon secteur d'activité, dans du conseil, un peu gestion de ressources, déchets, etc. Environnement. Il y a ce qu'on appelle la revue Actu Environnement, par exemple. Donc c'est payant, c'est 60 balles par mois, il me semble. Mais comme beaucoup de ressources finalement. Mais c'est par contre des revues de presse qui sont très qualitatives et dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et trouver pas mal d'infos pour vos études de marché, quoi. Donc c'est à ne pas négliger, ça, à ne pas négliger. Et ensuite, donc autre que ces journaux d'industrie, il y a aussi tout ce qui est livre blanc et des rapports qui sont publiés par des cabinets de conseil. Ça peut être des McKinsey, des Deloitte, PwC, enfin bref, il y a plein de choses là-dessus dans lesquelles vous pouvez aller chercher ça, quoi. Donc ça c'est cool. Donc profitez de ces sites-là et de cette collecte de données secondaires pour mieux cibler votre marché et commencer à avoir des données plus précises sur ce que vous faites. C'est ça l'étape 3, c'est avoir des données plus précises dans le marché global que vous avez déjà identifié auparavant. Donc ça, c'est top. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait une bonne partie du boulot, on va dire. Et par exemple, si on revient sur l'application de fitness de tout à l'heure, donc le produit c'est l'application de fitness. Si on regarde, je sais pas, je suis sur Statista, on peut trouver le marché global des applications de fitness, il devrait atteindre tant de pourcents, enfin tant de milliards de dollars d'ici 2027. Voilà, ça peut être ce genre de statistiques-là. Les statistiques gouvernementales, ça peut être par exemple, je sais pas, via l'INSEE, en 2030, il y avait 30% des adultes en France qui pratiquaient régulièrement des activités physiques. Ça peut être sur les articles plus scientifiques, ça peut être de dire on a trouvé une étude qui dit que faire du fitness chaque semaine, ça va augmenter votre durée de vie. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et ça, c'est des informations qui sont intéressantes à trouver. Donc pour récapituler du coup cette étape-là, donc on identifie les besoins en information. Donc on fait des listes d'informations dont on a besoin pour répondre aux questions de recherche et d'atteinte d'objectifs. Ensuite, on va rechercher les sources fiables. Donc là, c'est important et c'est super important. C'est même une des choses principales que j'ai d'ailleurs pas dites. C'est de créer des bases de données de vos recherches. Bien garder dans un coin où est-ce que vous avez trouvé telle ou telle information. Parce qu'on vous demandera où est-ce que vous les avez trouvées. Donc faites-vous une base de données, des sites web, des articles avec les informations pertinentes que vous avez trouvées. Ça, c'est super important. Troisième gros point, du coup, grosso modo, de cette étape 3, collecter et organiser les données. Donc ça, on rassemble les données dans un
Ouah, je vais pas y arriver les gars. Dans un document, pardon, des fois j'ai des bugs comme ça. Dans un document en fait. Donc ça peut être un Word, un document centralisé, un Notion, un peu importe, un Excel. Moi je vous recommande comme un Notion parce que voilà, on s'est dit qu'on travaillait dessus, donc faites ça dans Notion. Et là vous compilez en fait toutes les infos que vous trouvez, les nombres, les informations clés, les insights, etc., etc. Ensuite, la grosse étape, c'est d'analyser effectivement toutes ces informations collectées pour identifier les tendances et les opportunités et les menaces sur lesquelles vous pouvez jouer. Et ensuite, on synthétise tout ça, on en fait un beau résumé avec les points clés et les tendances qui émergent. Et ça, on le met forcément dans un beau rapport, parce qu'un beau rapport bien synthétique, c'est ce qui va permettre de derrière pouvoir le diffuser, faire comprendre votre marché à vos interlocuteurs et dire si regardez, là j'ai toutes les données là qui montrent qu'il y a tel besoin, il y a tel truc. Et ensuite, c'est toujours bien d'essayer de faire valider ces informations là pour justement passer le biais, en fait, vous savez, comme je vous avais dit tout à l'heure, de dire oui, j'ai mis les informations là parce qu'elles m'arrangent, mais d'avoir des infos qui soient vraies. Donc là, si vous avez dans votre entourage des experts ou des personnes qui travaillent dans ces domaines d'activité là, dans lequel en fait vous voulez lancer votre projet, c'est intéressant de leur faire lire ou de leur montrer un peu ces premières données pour vous dire ce qu'ils en pensent eux et si vous êtes dans le réel ou dans le faux, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette étape 3. Étape 4 maintenant, du coup, qu'on aille dans le vif du sujet là. Il faut qu'on rentre dedans. Ça va être quoi? Ça va être de collecter les données primaires. Donc la collecte des données primaires, ça implique quoi? Ça implique de recueillir des informations directement auprès de vos clients potentiels. Donc ça, c'est la phase justement, données primaires, c'est la phase on est sur le terrain, on récupère de la data. Donc ça peut être par le biais d'enquêtes, ça peut être par le biais d'entretiens qualitatifs, ça peut être des groupes de discussion, ça peut être des groupes d'observation. Et ces données, en fait, elles permettent d'obtenir des insights spécifiques, en fait, sur le marché dans lequel vous êtes, en fait. C'est ce qu'on va pas vous dire sur Internet, c'est ce que vont vous dire seulement les gens qui sont dedans. Et c'est là où on va vous remettre les pieds sur terre aussi par rapport à toutes les belles choses que vous avez trouvées sur Internet. Donc c'est super important pour avoir pour prendre des décisions éclairées en tout cas. Donc les enjeux de cette étape, ça va être quoi? Ça va être d'obtenir des informations spécifiques et détaillées directement sur le marché, valider les hypothèses formulées à partir des données secondaires et de comprendre en profondeur les besoins en fait, les préférences et le comportement des clients potentiels. Parce que vous êtes sur le terrain, vous les rencontrez, etc. Donc on verra plus tard comment on les approche pour avoir justement qui joue le jeu de venir parler de ces choses-là en direct avec vous. Parce que c'est compliqué aussi de les avoir. Enfin, c'est compliqué. Si on a la bonne méthode, non, c'est pas si compliqué que ça. Donc, les outils que je vous recommande, moi, pour faire cette étape-là, numéro 4, pardon, de collecte de données primaires, c'est des outils d'enquête. Donc, ça peut être Google Forms, SurveyMonkey, Typeform, ce genre de choses. Et ça va vous permettre de poser plein de questions dedans. Poser des questions fermées ou ouvertes en fonction des données que vous voulez récupérer. Plus vous allez poser des questions ouvertes, donc les questions ouvertes, c'est des questions par lesquelles vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non. Ça va être, en fait, si vous voulez, des questions sur lesquelles vos interlocuteurs vont vous en dire le plus. C'est là où ils vont se livrer le plus. Donc laissez-les parler. Rappelez-vous, vous avez une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que ce que vous ne parlez. Voilà, ça me permettait de recaler cette petite punchline ici qui est très réelle d'ailleurs. Ensuite, pour les entretiens, les outils, ça peut être quoi? Ça peut être Zoom, Skype, même si ça c'est quand même un peu obsolète. Je pense que si vous utilisez Skype aujourd'hui, vous êtes forcément un grand-père. Euh, Mais voilà, tout ce qui est Google Meet, Teams, enfin voilà, vous avez compris un peu le délire. Donc là, le but, c'est de conduire des entretiens approfondis. Et le mieux du mieux, c'est de directement aller voir ces personnes si vous avez le temps, si vous avez la possibilité d'aller les rencontrer. Ça créera un lien direct avec vous. Et ça vous permettra ensuite de dire j'existe. Regardez, j'étais là, je suis venu prendre les données avec vous et maintenant je peux vous tenir au courant sur tel ou tel produit que j'ai avancé. Donc c'est super important ça, c'est super important. Ensuite des groupes de discussion, pareil dans les mêmes conditions, Teams, Zoom, en réel. T'organises un petit des entretiens avec plusieurs utilisateurs potentiels de ton produit en même temps. Et là, tu parles de comment ça pourrait être amélioré, comment ça pourrait être bien spécifique pour répondre à tel problème, etc., etc. Et puis voilà quoi. Et puis directement à la fin,
Le quatrième gros point là-dedans, c'est d'observer aussi. Les outils, il y a aussi votre observation qu'il faut que vous fassiez très attention à tout ce qui se passe parce que tu peux, quand tu vas dans une entreprise, dans un endroit ou dans un secteur où il y a ton client qui a un besoin, le constater de toi-même en fait ce besoin. Tu peux très bien voir que si tu vas à la salle de sport et que bah, pour faire du développé couché t'as pas de banc, c'est qu'il manque un truc et c'est que tu peux proposer un produit. Bon, c'est très con hein, comme exemple, mais ça vous donne une idée quoi. Donc observez bien comment les utilisateurs potentiels interagissent avec votre produit ou avec vos services, etc. Et regardez les points de friction surtout. Regardez les points de friction. Comment une opportunité, ça peut être une opportunité une friction, ça peut vous amener sur une opportunité d'amélioration derrière quoi. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc pour récapituler cette étape de collecte de données primaires, ça va être de typiquement développer un plan de collecte de données. Donc définissez clairement ce que vous voulez comme données. Normalement vous l'avez déjà défini au-dessus, mais quel type de données primaires vous voulez, comment on va récolter ces données-là. Est-ce qu'on fait des entretiens, est-ce qu'on fait du qualitatif, du quantitatif. Ensuite, on va concevoir l'outil de collecte. Donc là, on crée les questionnaires, on crée les guides d'entretien. Super important d'avoir des guides d'entretien. Donc le guide d'entretien, c'est la liste de questions que vous allez poser et que vous voulez poser à votre interlocuteur. Donc ça, c'est impératif. On verra peut-être comment en faire dans un épisode si vous me demandez et que vous en avez besoin. Parce que moi, j'ai dû en faire, donc je suis passé par là, donc je sais comment ça se passe. Ensuite, il va y avoir l'étape sélectionner un échantillon représentatif. Donc là, il va falloir bien identifier, appeler et faire le travail avec les bonnes personnes, des gens qui sont sur votre marché, qui ont des potentiels problèmes, etc. Ensuite, il va falloir conduire la collecte de données, donc mener des enquêtes, les entretiens. Donc ça, c'est aussi une phase qui est assez compliquée. C'est une phase qui est assez lourde. On stresse un peu, on n'est pas trop sûr de soi, de son projet, de son idée. Donc ça vaut le coup de pouvoir aller rencontrer quand même vos clients potentiels et de leur parler de tout ça en direct. Pour moi, c'est la meilleure des solutions d'ailleurs. Donc prenez des notes détaillées, enregistrez. Si vous avez la permission, en tout cas vous pouvez demander la permission à vos interlocuteurs d'enregistrer les entretiens et les discussions pour que vous puissiez repasser dessus plus tard. Moi j'ai pu faire ça aussi à des moments et ça m'a bien aidé. D'ailleurs, donc voilà. Donc ça, ne négligez pas ça dans la conduite de la collecte de données. C'est très important. C'est même le plus important d'ailleurs. Il faut que vous soyez dynamique, il faut que vous soyez curieux, il faut que vous posiez des questions. Et ensuite, il y a la phase d'analyse des données, bien sûr. Donc on reprend toutes les données qu'on a prises sous Excel ou sous Notion et on compile tout ça et on essaye de voir quelles sont les tendances et qu'est-ce qu'on en sort quoi. Donc il y a forcément cette phase d'analyse, de synthèse à la fin, forcément que ce soit à la fin de collecte de données primaires ou secondaires quoi. Et bien sûr, vous vous refaites la synthèse de tout ça avec la collecte secondaire et primaire. Ça c'est vraiment, je le redis, hein. Mais il faut que vous ayez les deux sources d'informations qui soient centralisées au même endroit après et que vous regroupiez et que vous recroisiez les informations. C'est important, c'est important. Bon, maintenant, du coup, l'étape 5, donc analyser justement les données et les interpréter. Donc ça, analyser, interpréter les données, ça va impliquer de traiter des informations collectées, secondaires et primaires, pour en extraire les conclusions pertinentes. Cette étape, ça va être vraiment utiliser des outils de statistiques, analytiques pour identifier des motifs, des corrélations, des insights, des choses qu'on nous dit pas mais que en fait vous avez réussi à trouver et dans un format qui soit compréhensible et actionnable de tous, parce que ça c'est super compliqué et c'est toujours très important justement de croiser les données, croiser les sources de vos données, parce qu'il faut jamais se fier à une seule étude en fait. Jamais, jamais. Donc concrètement, les enjeux de cette étape, c'est quoi? Ça va être de transformer les données brutes en fait en données exploitables. Ça va être d'identifier les tendances, les opportunités, les menaces sur le marché et de fournir une base de données, en fait, une base solide pour prendre des décisions stratégiques éclairées par la suite. On ne prend pas des décisions stratégiques sans aucune donnée, sans aucune data, sans aucun avis client, sans aucun retour client. Il faut toujours, toujours, toujours avoir de la donnée sur laquelle se backup et se reposer pour prendre une décision. C'est super important, super important. Donc ça, bien évidemment, vous pouvez le faire de plein de façons possibles. Donc, je le redis, Excel, Google Sheet, Notion, il y a plein de solutions et de moyens en fait de classer ces données.
Donc ça, c'est à vous de le faire et de voir un peu comment ça vous intéresse, comment c'est pertinent pour vous. Il y a les tableaux croisés dynamiques, il y a des graphiques, etc., etc., quoi. Donc là-dessus, il y a plein de trucs à faire aussi. C'est à vous, en fait, d'être mobile, c'est à vous d'être ingénieux dans la manière dont vous pouvez rendre exploitables ces ressources et dans la manière à ce que vous allez les faire comprendre à vos interlocuteurs. Donc ça, c'est tout un travail aussi. J'ai pas de technique universelle. Moi, j'aime bien tout ce qui est schéma, tout ce qui est graphique, tout ce qui est ce genre de choses. Donc, j'en inclus dans ce que je fais. Mais je sais que ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Donc, voilà. Utilisez ce que vous voulez pour rendre en tout cas ces données visibles. Vous pouvez faire un beau rapport aussi à l'écrit avec des données surlignées, mis en valeur dans des carrés de couleurs, etc. Enfin bref, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus sur cette étape-là d'analyse de données en fait tout simplement et ça peut vraiment être des choses simples hein. Ça peut être des choses simples hein. Ça peut être un Excel dans lequel vous utilisez des tableaux croisés dynamiques pour résumer les réponses à une enquête par exemple. Ça peut être je sais pas des motifs de visualisation pour explorer les relations entre les différentes variable, je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est à vous de l'adapter comme vous le voulez. Donc comment on fait vraiment, du coup, en résumé pour cette étape-là d'analyse et d'interprétation de données? On va, dans un premier temps, nettoyer les données, donc on vérifie, on corrige les erreurs, on regarde s'il n'y a pas des incohérences dans les données, on regarde s'il n'y a pas de données manquantes. Ensuite, on organise ces données, donc on regroupe les données en catégories pertinentes, pour faciliter l'analyse. Ensuite, on effectue des analyses descriptives. Donc là, si on utilise des statistiques pour résumer en fait les principales caractéristiques ou les données. Ensuite, on va explorer les relations et les tendances. Donc on crée, on peut mettre ça sous forme numérique en fait, de dire si on a 100 de ça, alors on a 100 de machin. Euh, Ça peut être une méthode de créer des éléments de visualisation comme ça graphiques pour explorer des relations et des tendances, mais après il faut pas que ça devienne trop compliqué non plus et que vous perdiez trop de temps dessus. Donc si vous savez le faire, c'est bien. Sinon c'est pas la peine, de vous complexifier pas la vie, pardon. Et voilà quoi. Donc c'est juste on nettoie, on organise. On fait des analyses un peu plus descriptives de ce qui s'est passé dedans. On prend du recul dessus. On teste les hypothèses avec des tests statistiques, on regarde si ça correspond bien à ce qu'on estimait, et ensuite on construit des modèles plus prédictifs en se disant tiens dans tant de temps on estime que ça fera comme ça ou comme ça. Ça c'est une fois de plus si vous avez la donnée dessus. Hein. N'inventez pas quelque chose parce qu'on va vous demander d'où est-ce que vous le sortez. Donc si vous arrivez à vous projeter sur des modèles un peu mathématiques comme ça, de dire on a réussi à créer un modèle qui nous dit que ça en fonction des données là qu'on a récupérées, ça peut être une plus-value, une belle plus-value même. Beaucoup ne vont pas jusque-là d'ailleurs, mais attention à ce que ça se retourne pas contre vous, pardon. Voilà. Et bien sûr, après, le but de tout ça, c'est de synthétiser l'ensemble et de reformuler tout ça dans un beau rapport. Donc ça, c'est l'étape 6, justement, présenter les résultats et reformuler les recommandations. Donc ça consiste à synthétiser, à communiquer les principales découvertes de l'étude de marché de manière claire en fait et persuasive. Ça implique de créer des rapports détaillés, des présentations visuelles, des recommandations concrètes pour guider en fait les décisions stratégiques et opérationnelles qui vont arriver par la suite dans votre entreprise. Cette étape c'est quelque chose de crucial en fait pour assurer en fait que toutes les choses, enfin tous les gros sujets ont été passés au peigne fin dans votre étude de marché et que vous savez exactement vers où orienter vos décisions futures, quoi. Donc les enjeux de cette étape, ça va être quoi? Ça va être de communiquer clairement les conclusions de l'étude de marché à toutes les parties prenantes, fournir des recommandations actionnables basées sur toutes les informations que vous avez pu obtenir vous dans votre étude de marché, donc avoir un beau résumé, etc. Et faciliter après la prise de décision stratégique et opérationnelle à base de ce rapport-là que vous avez pu faire en fait. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, pour faire ce rapport-là, vous prenez un Word, vous prenez un document Notion, un Google Doc, c'est très très bien. Et en général, on dit que pour avoir des bons documents d'études de marché, c'est entre 20, 30
40 pages grand maximum. C'est vraiment si vous êtes chaud et que vous avez plein de graphiques. Voilà. Mais après, dites-vous que ces rapports-là, il y a des gens qui les lisent en général, et il faut pas que ce soit trop long non plus. Il faut que ce soit des rapports donc qui fassent, ouais, moi je dirais, les miens ont toujours fait aux alentours de 20, 25, 30 max, quoi. 30 c'était vraiment max et j'avais mis plein d'annexes, donc c'était pas forcément le mieux, mais voilà, il faut des rapports qui soient très lisibles, qui soient très visuels, dans lesquels on puisse comprendre en un claquement de doigts en fait votre marché, quelles sont les tendances, quels sont les gros chiffres et pourquoi vous positionnez là-dessus en fait. Tout simplement. Tout simplement. Donc ça peut être aussi donc ça peut être des rapports, c'est ces outils de rendre compte des données que vous avez fait pendant votre étude de marché. Ça peut être aussi des présentations plus visuelles. Donc ça peut être un Microsoft PowerPoint tout simplement, ça peut être un Google Sheet, Google pas Sheet, Google Slide ou un Canvas par exemple. Moi, je sais que j'aime bien utiliser Canvas parce qu'on peut faire des choses assez visuelles et assez sympas. Donc voilà, et là-dessus, il y aura quelques diapos, 15-20 diapos, pareil, pour faire comprendre à vos interlocuteurs euh, votre marché et pourquoi vous vous lancez là-dedans, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a des choses, des outils de visualisation de données, mais là, c'est plus poussé et je pense que peu d'entre vous se serviront de tout ça. Donc c'est les Google Data Studio par exemple ou Power BI par exemple, mais ça c'est des outils qui sont très poussés et qui vous serviront uniquement si vous avez beaucoup de données statistiques, géographiques, etc. à compiler. Sinon vous n'en aurez pas l'utilité concrètement. Ce serait trop vous faire chier pour rien quoi. Ce serait trop vous faire chier pour rien. Donc voilà là-dessus. Donc grosso modo, dans cette étape-là, cette étape 6 de présenter les résultats et les reformuler, c'est pas si compliqué, hein, c'est pas si compliqué, euh, c'est vraiment on synthétise les résultats, on résume les principales découvertes, ensuite on crée des visuels clairs et pertinents, donc des graphiques, des tableaux, des diagrammes pour illustrer les résultats. On rédige un rapport détaillé dans lequel on va qui soit ouais détaillé, complet, dans lequel on va pouvoir mettre toutes les étapes de l'étude de marché, les méthodologies utilisées et les analyses qu'on a pu en sortir et du coup les conclusions. Et ensuite on prépare une petite présentation voilà qui reprend les éléments du rapport. Bien souvent voilà si vous avez 20 pages d'écrits dans un rapport, vous avez une vingtaine de slides de PowerPoint quoi. Donc une vingtaine de slides épurés dans lesquels vous avez que les informations clés que vous pouvez présenter aux parties prenantes ou aux accompagnateurs qui vous suivent sur le projet et ça fera très très bien le taf. Et ensuite, vous formulez typiquement des recommandations actionnables en vous disant maintenant je vais faire ça, 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 ça parce que j'ai découvert que le besoin c'était ça, 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 ça et là après tu communiques sur comment tu vas mettre en place ça quoi. Voilà. Donc ça, c'est principalement les choses qui se font très très bien dans l'entrepreneuriat de manière assez naturelle quoi. C'est sous ce format-là que se font en tout cas beaucoup d'études de marché aujourd'hui. Donc bien sûr, ça reste propre à vous-même, hein, c'est un document qui doit vous ressembler, c'est un document qui doit vous faire kiffer et qui doit pas être trop compliqué pour vous. Donc faites-le à votre manière et vous verrez que ça se passera très bien. Ensuite, du coup, la dernière étape, l'étape 7, suivre et actualiser l'étude de marché. Bah, bien évidemment, votre étude de marché et toutes ces données-là que vous avez trouvées avant, elles bougent. Donc, je vais pas y passer 107 ans. Tout ça, ça bouge. Donc, l'idée, c'est de suivre au fil du temps un peu les évolutions, de garder un œil sur ce qui se passe, faire de la veille, et puis être toujours informé de ce qui se passe sur le marché, les dernières innovations, les concurrents, les préférences des consommateurs qui évoluent. C'est crucial de surveiller ces changements-là de manière proactive pour être vous en fait toujours dans le bain et pas vous faire devancer ou dépasser par un mec random qui sort avec un produit un peu mieux foutu que le vôtre quoi. Voilà. Donc les enjeux de l'étape là, de l'étape 7 de suivre et actualiser l'étude de marché, ça va être assurer la pertinence continue de vos données, s'adapter aux évolutions du marché, au comportement des consommateurs, et puis bien évidemment prendre des décisions basées sur des informations qui sont à jour en fait et qui sont un avantage concurrentiel pour vous parce que vous avez des données que les autres n'ont pas en fait, de par vos analyses et de par tout le travail que vous avez fourni.
Donc tout ça se passe par quoi comme outil? Ça peut se passer par des outils de CRM, hein, de gestion, donc Customer Relationship Management. Donc c'est ce qu'on appelle des CRM, donc les Salesforce, HubSpot, Axonote, Zoho, enfin voilà tout ce genre de trucs là dans lequel vous pouvez suivre vos clients euh, au jour le jour, au quotidien, et savoir si vous les avez relancés, si quelle est la dernière date à laquelle vous les avez rencontrés pour valider leurs besoins, etc. Ça, c'est des outils qui sont très utilisés et qu'il faudra d'ailleurs que vous utilisez dans le futur pour suivre bien commercialement en prospects et autres. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est outils de veille concurrentielle. Ça, c'est pareil. Ça, il y a plein d'outils comme ça qui vont vous permettre de faire surveiller les activités de vos concurrents, les tendances du secteur, etc. par des mots-clés, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est de l'analyse qui est très poussée. Donc, vous pouvez utiliser des SEMrush, Href, SimilarWeb. Ça peut vous donner des estimations sur ce que font les concurrents. Ça, c'est 3 outils que j'utilise assez régulièrement, moi, pour un peu savoir ce qui se passe sur le marché, sur comment évoluent les mots-clés, pour du référencement web, du SEO, etc. Donc voilà, ça me sert, j'ai un œil dessus, je sais à peu près les tendances, donc c'est sympa. C'est sympa. Et ensuite là-dessus, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Euh, voilà, c'est principalement ça. Puis les outils de collecte de données qu'on peut continuer à utiliser, hein, on peut continuer à faire propager en tout cas des typeforms, des SurveyMonkey, toujours des petites enquêtes comme ça pour retenir de la data en temps réel. Mais après, faut pas trop spammer les clients potentiels ou les prospects parce que sinon ils vont en avoir marre de vous avant que vous commenciez. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ça me paraît clair. Ça me paraît clair. Et puis bien sûr, il y a l'étape 8 derrière, réévaluer, réajuster la stratégie en temps global. Mais ça, vous vous doutez un peu de ce que c'est. Et puis voilà. Je vais pas vous faire un dessin sur le fait que si vous trouvez dans l'étape 7 pendant que vous faites votre veille concurrentielle pour la maintenir à jour que telle ou telle chose c'est plus du tout à la mode, c'est plus du tout bien, c'est plus du tout ce qu'il faut. Et ben là les gars, on réévalue, on réajuste la stratégie globale. Ça me paraît couler de source. Donc voilà, on en a fini maintenant sur cette rubrique-là. Je pense que on a fait le taf. Je pense qu'on est passé sur pas mal de choses. Je sais pas combien de temps dure l'épisode là, cette heure-ci. Je me suis pas lancé de chrono encore une fois, merde. Mais en tout cas, je pense qu'on est passé sur les informations principales qui vont vous permettre de vous lancer et de faire votre étude de marché. Maintenant, vous savez en tout cas comment la faire et comment récupérer de l'information sur votre projet. Et ça, c'est une étape qui est super importante, qui est cruciale. Donc, faites-le. Et puis vous verrez que c'est c'est une fois que vous connaissez votre marché, c'est bien plus intéressant pour vous et c'est bien plus facile pour vous de vous projeter dans l'avenir de votre projet, de votre entreprise et de le développer au jour le jour parce que vous savez où vous mettez les pieds. Quand vous rentrez dans un marché, on est apeuré, on sait pas où on va. Une fois que vous avez passé 30 heures dedans à chercher les informations et quels sont les insights, etc., là, il y a plus qu'à quoi. Il y a plus qu'à. Donc voilà pour cette rubrique numéro 2. On va passer rapidement sur une rubrique numéro 3, Road to Dark Knight. Et puis on s'arrêtera là après. Voilà. Donc rubrique numéro 3, let's go. Donc rubrique numéro 3, Road to Dark Knight, rubrique défi, rubrique point, rubrique où on se pose et on analyse ce qu'on a fait les semaines passées. Donc en tout cas, je vais pas prendre trop de temps là, je sens que je fatigue et peut-être que vous aussi vous le sentez au bout là. C'était un épisode qui était très intellectuel. Donc on essaiera dans les prochains épisodes d'ailleurs de diminuer un peu ça et de repartir plus sur des choses où on apprend et pas forcément où on pratique parce que là je vous ai fait beaucoup d'épisodes pratiques mais en tout cas c'était des bases, enfin c'était des choses que je pensais être basiques mais qu'il faut que vous ayez en main pour faire la suite. Donc on ira sur d'autres choses voilà dans les prochains épisodes. On ira sur des choses plus détentes, promis. Promis. Pour ces sujets, les gros sujets, on va dire que les gros sujets sont passés. Ce sera plus des sujets moins prises de tête dans le futur. Voilà. Voilà pour ça. Donc en tout cas, j'espère que la semaine dernière, parce que la semaine dernière je vous ai partagé, enfin ça fait pas la semaine dernière, la semaine d'avant déjà. Il me semble, ouais, je crois que c'était l'épisode 7 ou 6. Je vous ai partagé le template Notion de To-Do que j'utilisais au quotidien. Donc je continuerai de le diffuser d'ailleurs dans le futur parce que c'est un template qui m'intéresse. Donc si vous l'avez pas encore utilisé, si vous l'avez pas encore récupéré,
Le lien est dans la description, vous pouvez le télécharger et bien évidemment, on sait que vous êtes des cancres parce que vous l'avez pas téléchargé directement quand c'est sorti, mais c'est pas grave. Donc mettez-vous là-dessus et j'espère que le template vous va, que vous l'utilisez et que vous pouvez potentiellement apporter des nouveautés dessus. Hein. Voilà, que vous l'avez fait un peu de tuning, mais ça faites-moi savoir, je suis curieux de voir comment vous avez tuné le template. Ensuite, du coup, le défi de la semaine. Je pense que le défi de la semaine, ça va être en rapport avec l'épisode du jour. Alors, vous me voyez venir? Bah oui, forcément, vous allez devoir passer à cette étape d'étude de marché. Donc, j'aimerais bien que vous me la fassiez et que s'il y a des problématiques dessus, si vous n'arrivez pas à la faire ou autre, sur certains sujets ou autres, vous puissiez revenir vers moi en commentaire justement pour échanger là-dessus et pour me dire bah ouais mais t'as parlé de ça, mais c'était pas assez clair, je sais pas trop comment m'y prendre, etc. Donc voilà, je compte sur vous là-dessus. Le but, on l'a déjà dit dans cette rubrique, c'est de créer une communauté qui est DTR, une communauté qui est soudée, qui propose de la valeur et qui s'améliore de jour en jour. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous remplissez le Notion et vous me faites cette étude de marché et là vous aurez déjà pas mal de choses pour bien avancer sur votre projet. Voilà, et ben écoutez, on va s'arrêter là, fin de rubrique. Il y aura pas de questions des auditeurs, j'ai pas cette question d'auditeur, voilà, je vous le dis. Donc si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas à le dire. Et puis comme d'habitude, l'épisode du jour touche à sa fin. J'espère que vous avez entrevu la lumière dans le ciel de Gotham. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Continuez d'hisser haut et fort vos couleurs, d'allumer des feux là où vous passez. Et rappelez-vous, peu importe le fort intérieur, seuls les actes comptent. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et en notant l'épisode 5 étoiles, bien évidemment. Hein, parce que on se contente que du meilleur ici, donc on veut que du 5 étoiles. Et voilà, moi ça m'aide beaucoup pour développer le podcast et le contenu comme d'habitude. Donc je vous invite à me suivre sur le compte Instagram @labatcavepodcast, le TikTok, le YouTube, etc. pour ne rien manquer. Et je vous souhaite tout simplement une agréable fin de journée, une bonne fin de journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Batcave. De la Batcave. Ouais, les gars, vous avez vu, si vous êtes jusqu'à la fin là, je vais pas le couper ça. D'ailleurs, je coupe quasi rien, hein. C'est quand je tousse ou des choses comme ça. Mais ça, je vais vous le laisser. Et vous me direz si vous êtes vous aussi dans la Batlave ou ce genre de choses. Allez, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine dans un épisode de la Batcave. Cette fois-ci, sans me tromper. Allez, bisous la team.